Bonsoir à tous. L'ENSA Limoges est ravie, heureuse, et moi le premier, d'accueillir Henri Frachon. Donc ça va être une présentation, une conférence de 45 minutes maximum. Henri va nous présenter son diplôme qu'il a passé, je crois que c'était le 19 octobre, en octobre 2019, il y a un an. Donc on va commencer par son projet de diplôme et ensuite les 15 minutes, on va regarder un film de 15 minutes de son mémoire. Au bout de ces 45 minutes, bien sûr, vous pouvez quitter la salle, vous pouvez la quitter avant si vous le souhaitez. Et pour ceux qui souhaitent écouter les questions et les réponses, on restera 15 minutes de plus. Donc voilà. Ça va pour tout le monde ? Super. Ok. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Je suis très content d'être là. Merci à Pierre M de m'avoir invité et à l'école. Je vais peut-être me présenter très rapidement. Alors je suis donc designer. J'ai fait une école de design qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers. Avant ça, j'ai été ingénieur dans les énergies renouvelables. J'ai bossé pendant 4 ans avant de me réorienter. Et donc, effectivement, j'ai passé mon diplôme il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, en octobre de 2019. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui donc ce projet de diplôme et ensuite aussi le mémoire que j'avais fait, qui est en fait un court-métrage de 15 minutes. Donc le projet de diplôme, excusez-moi, je vais un peu lire mes notes, parce que vous allez voir, c'est quelque chose d'assez écrit. Moi, je vais essayer quand même de rendre ça un peu intéressant. Donc en fait, je me suis intéressé aux trous. Et donc je vais maintenant donc vous en dire un peu plus. Voilà, donc je me suis intéressé donc à cet objet d'une très grande banalité qu'on appelle le trou. Donc quel joli mot en 4 lettres, trou. Donc avant de vous raconter mon exploration, laissez-moi vous expliquer d'abord à quel point les trous sont importants et intéressants. Donc les trous sont absolument partout. À l'échelle de la planète, le magma en fusion sort de la Terre par des trous gigantesques. La plupart des animaux logent dans des trous. Nos objets du quotidien sont remplis de trous. Alors moi, ce que je trouve génial, c'est que tous ces trous sont quasiment tous ronds. Et leur forme précise dépend généralement de ce qui rentre ou de ce qui en sort. On ne sait pas vraiment à quand date le premier trou créé par l'homme. En regardant des archives d'archéologie, on découvre de nombreux trous. Donc sur les outils, les ustensiles ou les objets d'ornement. Il semble y en avoir toujours eu. Les animaux font des trous de manière instinctive. J'imagine que l'homme n'a pas attendu de savoir se servir d'outils pour en faire avec ses propres mains, dans de la terre. Alors, moi je trouve que les trous, quand ils sont bien pensés, donnent de l'aura aux choses. Ce sont les trous du morceau de gruyère qui lui donnent toute sa valeur. À ce propos, laissez-moi vous réciter le paradoxe du gruyère. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Le trou est souvent sombre. Il est rempli de mystères. Il fait appel à nos sens. Peut-être que c'est lié à notre peur de tomber dedans, notre peur du noir ou de l'inconnu. Les trous révèlent ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a à l'intérieur. Le principe même d'appareil photo, issu de la caméra obscura, est basé sur l'utilisation d'un simple petit trou. Je me suis donc intéressé à ce non-objet. Cette quête a commencé par une simple intuition que je trouvais moi-même absurde et un peu angoissante, mais suffisamment attirante pour m'y engouffrer. Mon intuition était de m'intéresser à un objet universel et élémentaire auquel on ne fait pas particulièrement attention tellement on y est habitué. J'ai effectué une sorte de voyage, en partant d'assez loin et en m'y rapprochant petit à petit, jusqu'à m'intéresser à l'entrée, voire même à l'intérieur des trous. Je vais essayer de vous raconter le périple que j'ai effectué.
Alors je tiens à vous prévenir dès maintenant, il n'y a pas réellement de finalité à ce travail. Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir une brèche dans un sujet sans fond. Alors je suis, moi, designer, et il n'y a pas non plus de design dans le travail que j'ai fait, dans le sens où je n'ai pas traité la question de l'usage. Mais en me concentrant sur des objets circonscrits, j'ai tout de même abordé des notions que je pense être essentielles à notre pratique. La forme, les sensations, les concepts, le souci du détail, la question de la concentration et de la méthode aussi. Mais j'y reviendrai après. Et vous vous posiez peut-être la question, mais mon travail ne traite pas non plus de la question de l'anatomie humaine. Même si je suis certain que notre manière d'appréhender la question du trou en est forcément liée. Donc avant d'aborder le trou, je me suis posé brièvement la question du plein en imaginant un monde sans trou. Un monde composé uniquement de formes pleines. J'ai demandé à mon pote Simon Geneste de dessiner un tel écosystème. Un monde où les flûtes n'auraient pas de trous, les maisons pas de cheminée, ni de serrure, et les souris pas de trous. Ça n'a évidemment aucun sens. En fait, on se rend compte que notre monde est composé de beaucoup plus de trous. De beaucoup de trous. Plus largement de pleins et de vides. Les trous sont inévitables. On pourrait même dire vitaux. Qu'est-ce qu'un trou ? La question peut paraître simple, mais je me suis assez vite rendu compte que le trou, bien que très facilement reconnaissable, est en fait très difficile à définir avec des mots. Le Larousse dit « Un trou est une ouverture ou cavité, naturelle ou artificielle, au travers d'un volume. » Si on dit cela à quelqu'un qui n'a jamais vu de trou de sa vie, ce n'est pas sûr qu'il imagine les bonnes choses. Donc je n'ai pas cherché à donner une réponse universelle à cette question, mais j'ai plutôt cherché à donner une définition très personnelle. Je me suis donc demandé ce qu'était un trou. De cette question, on a découlé d'autres. Comment apparaissent les trous ? Qu'est-ce qu'un trou de qualité ? Que peut apporter un trou ? Ce n'est donc pas avec des mots que j'ai cherché ce qu'étaient les trous, mais plutôt avec mes mains et mes yeux. J'ai pris du bois, du sable, de la terre, du plâtre et quelques outils basiques, des forêts, des pelles, et j'ai creusé, percé, moulé, façonné, étiré des dizaines et des dizaines de trous. J'ai observé ce que ça donnait, et puis j'ai continué à trouer. J'ai essayé de mieux comprendre cet élément, ce qu'il dégage, ce qu'il apporte, ses subtilités, sa forme. Je l'ai fait de manière très libre, sans objectif, en écoutant uniquement mes intuitions et en avançant à l'aveugle. Je n'avais absolument aucune garantie de résultat, mais ça me plaisait de prendre des risques. En quelque sorte, j'ai commencé ce projet en étant complètement au fond du trou, et j'ai essayé petit à petit d'en sortir. Je me suis ainsi intéressé à différents aspects du trou que j'ai souhaité éprouver moi-même à travers différentes expérimentations. À la manière d'un scientifique, en étant le plus rigoureux possible, j'ai imaginé des protocoles, et c'est en faisant varier un paramètre à la fois, par exemple la profondeur du trou, que j'ai petit à petit fait des découvertes, et que ça m'a amené à imaginer de nouveaux protocoles, et ainsi de suite. Je vais donc maintenant vous présenter où j'en suis aujourd'hui sur la question du trou, et toutes les formes que j'ai produites pour mieux comprendre cet élément. Pour commencer, j'ai tenté de matérialiser à quoi ressemblait la naissance, la vie et enfin la mort d'un trou. À l'évidence, le trou a besoin de matière pour pleinement s'exprimer. C'était ma première découverte importante et j'ai ensuite construit toute ma recherche là-dessus. On peut tenter de définir le trou par l'absence de matière dans un volume. Mais comme le vide est impalpable, on le perçoit surtout par la matière qui se dessine autour de lui. En fait, on ne dessine pas réellement les trous, mais on dessine le contour des trous. Ici, c'est une photo de Barbara Hepworth, qui a sculpté des trous magnifiques toute sa vie. Voici un autre exemple de l'importance de ce qu'il y a autour du trou. Ce sont les pièces du jeu, les tours de Hanoï. Alors, le trou a l'air plus grand dans la pièce la plus petite, alors que tous ces trous ont exactement la même dimension. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les trous sont en général de forme ronde, ou plutôt cylindrique. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment la forme du trou qui importe. J'ai essayé de le démontrer ici. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à gauche, on a plutôt un tube, et plus on va vers la droite, plus on perçoit un trou. Pour aller encore plus loin, je dirais que quand la forme qui contient le trou n'est pas cylindrique, comme c'est le cas à droite, on enlève tous les doutes. Il s'agit alors bien d'un trou. Le carré étant l'opposé du cercle, je trouve qu'un trou rond inscrit dans une forme carrée gagne en lisibilité.
Ces petites expériences formelles m'ont permis de mieux comprendre à quel point la forme qui se dessine autour du trou est capitale pour notre perception de celui-ci. J'ai ensuite passé quasiment tout ce projet à creuser dans ce sens et à réfléchir à la forme des objets qui hébergent les trous. Il me semble qu'il y a principalement deux types de trous. Il y a les trous qui traversent, qu'on appelle des lumières, et les trous qui ne traversent pas complètement la matière, qu'on appelle des trous borgnes. Mais je pense que ce qui différencie davantage ces deux types de trous est leur orientation vis-à-vis du centre de la Terre. J'en ai fait ici une simplification pour essayer de ressentir la différence. Notre perception d'un même trou est différente quand il est dirigé vers le sol ou quand il flotte dans l'air. Si on s'intéresse à leur origine, il y a des trous qui se font par construction et d'autres par destruction ou enlèvement de matière. Ces deux méthodes n'ont rien à voir et on le ressent forcément dans le résultat final. La très grande majorité des trous se font plutôt par destruction. C'est le cas du perçage ou du forage. J'ai l'impression que les trous adorent traverser la matière. Si on ne leur demande pas de s'arrêter, ils continuent. Un peu comme s'il y avait un ver invisible qui grignotait petit à petit la matière. D'ailleurs, en Asie, suivant les préceptes du Feng Shui, on fait des trous dans les immeubles pour laisser passer les dragons qui descendent la nuit de la montagne. Faire des trous est instinctif. L'œil sait reconnaître immédiatement le trou. Il est possible d'activer ou de désactiver un trou de cette manière. Donc, pendant ce projet, en fait, j'ai passé 2 semaines en vacances à la campagne. Je pensais me reposer, mais l'idée du trou m'est revenue. En voici une série de photographies. Sur le même principe de l'activation d'un trou, j'ai donné mon interprétation à l'expression « avoir les yeux en face des trous ». Il y a quelque chose de magique qui se passe lorsqu'on aligne des trous. J'ai aussi fait un trou dans un tas de pierres. C'était un acte complètement éphémère. La minute d'après, le tas de pierres s'est effondré et le trou n'existait plus. Donc à ce stade de ma recherche, j'avais une meilleure idée de ce qu'était fondamentalement un trou. J'ai donc continué mon exploration. Alors, il faut dire que les trous sont pour la plupart du temps ronds. Dans la nature, les trous sont ronds pour des raisons de conception, de stabilité et d'effort minimum. Dans l'industrie, pour des raisons structurelles, c'est aussi lié aux outils de perçage qui fonctionnent par rotation. Alors j'ai tout de même tenté de faire des trous vraiment pas ronds. En disposant verticalement des tasseaux rectangulaires, identiques les uns à côté des autres, il est possible de faire apparaître des interstices longitudinaux. Ils auront des formes de rectangles ou de combinaisons de rectangles. Je dis ici interstice et pas trou, car on sent bien le jeu de construction. Un trou, ça doit être simple. Ici, c'est presque un peu trop compliqué. Mais ce qui m'intéresse et qui éloigne donc ces formes de simples trous, c'est la double intention. La forme des interstices dépend en effet directement de la disposition des tasseaux entre eux. Leur motif dessiné et surtout le jeu d'ombre qui apparaît sur la longueur des tasseaux m'intéresse encore plus que les interstices. Voici une sculpture de Isamu Noguchi, où toute l'attention est portée sur l'interstice. Noguchi était en fait un grand spécialiste du trou, qui m'a beaucoup inspiré tout au long de cette recherche. En parlant de sculpture, j'ai travaillé avec l'ébéniste Julien Roussel pour réaliser ces pièces en érable, où des ouvertures géométriques sont réalisées par rencontre de plans orientés. Les trous, ou plutôt les ouvertures carrées et rectangulaires, apparaissent très naturellement. Le crabe, quand il creuse naturellement son trou avec ses nombreuses pattes, le fait très rapidement en enlevant petit à petit des boules de sable. En voyant cette photo, on comprend assez bien sa manœuvre. Le sable ayant tendance à s'effondrer, la seule forme envisageable pour lui, c'est de faire une forme circulaire. Et d'ailleurs, un très bel arrondi se forme à l'entrée du trou. Dans la nature, si vous croisez un trou carré, vous savez immédiatement que c'est l'homme qui l'a fait. Des trous parfaitement ronds peuvent se déformer pour différentes raisons. Ici, c'est uniquement l'action du poids de la Terre sur elle-même qui produit la déformation. On comprend très bien avec la déformation que le trou de départ était rond. Le trou est en mouvement, il est quasiment vivant. J'ai découvert ici une nouvelle dimension qui permet de façonner les trous, celle du temps. J'ai réalisé une machine à gouttes qui fait des trous très très lentement. Elle est composée d'un simple entonnoir avec un trou microscopique qui laisse passer une goutte de temps en temps.
Voici 4 trous formés après plusieurs jours de ruissellement. Contrairement à cette idée de lenteur, j'ai fait des trous par arrachement dans de la terre, du papier et de l'aluminium. Des scientifiques s'amusent à théoriser ces phénomènes et se sont rendus compte que quand on transperce du papier avec une pointe, il se déchire toujours en 4 parties. C'est assez intéressant de voir qu'avec d'autres matériaux, on obtient un phénomène de déchirement similaire. Les trous, quand ils ne sont pas maîtrisés, deviennent des imperfections. Et c'est là toute la difficulté de faire des trous. À tout moment, on peut basculer de la maîtrise à la faute. Donc pour revenir à ma découverte de départ, où je me rendais compte que ce qui compte, ce n'est pas tant le trou, mais la forme de ce qu'il y a autour, je me suis demandé comment interagissaient les trous avec leurs hôtes. Dans 99% des cas, les trous arrivent perpendiculairement à des surfaces planes. Ici, j'ai réalisé le même trou sur 6 surfaces variées. Le résultat est subtil, mais on voit apparaître de belles distorsions sur le contour circulaire de l'entrée des trous. Comme je disais tout à l'heure, les trous adorent traverser la matière. Si on ne leur demande pas de s'arrêter, ils continuent. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant avec ces 2 blocs imposants. Le trou arrive par le dessus et ressort là où il veut bien ressortir. Je me suis arrangé, bien sûr, pour soigner au mieux sa sortie. Ce qui m'intéresse visuellement, c'est le rapport entre le rond du dessus et l'ouverture sur le devant de la pièce. Même si on sait inconsciemment que les deux sont liés, il y a tout de même quelque chose d'étrange qui se passe. On a envie de vérifier en regardant à travers le trou. Le plus intrigant du trou, c'est son bord. Il appartient encore à la matière, mais regarde incessamment le rien. Donc c'est à la campagne, toujours, que je commence à m'intéresser à cette notion du bord du trou. On voit assez rarement l'intérieur d'un trou. En fait, la lumière y rentre difficilement. Notre compréhension d'un trou s'arrête en général à son commencement, à son contour donc. J'ai réalisé des dizaines de contours de trous pour en percevoir les différences. Un bord net n'a rien à voir avec un bord de trou arrondi. La moindre petite différence nous donne une toute autre perception d'un même trou. Voici en vue de coupe quelques-uns des bords de trous que j'ai réalisés. Je les ai faits un par un, au tour à bois, pour être le plus précis possible. Il me semble qu'on touche ici l'aspect le plus important d'un trou. Davantage que sa taille ou sa profondeur, ce sont les finitions du contour d'un trou qui racontent toute son histoire, qui lui donnent toute sa personnalité. Pendant ce projet, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le maître céramiste Claude Aiello sur un sujet libre dans le cadre de la Biennale de Vallauris. Claude réalise avec très grande précision des grandes formes courbées. J'ai passé d'abord quelques jours à l'observer, et puis je me suis dit que c'était l'occasion de faire des trous. En poterie, le processus de tournage fait qu'un trou est généralement situé sur le dessus de la pièce. Pour questionner ce précepte, j'ai demandé à Claude de réaliser des formes refermées sur elles-mêmes, et j'ai ensuite positionné des ouvertures que Claude a découpées avec précision sur le côté des pièces. Ce moment-là était magique. Les trous suffisamment larges nous laissaient apercevoir les sillons laissés par les doigts de Claude à l'intérieur des pièces. Par un jeu d'ombre et de lumière, les trous révèlent le geste du céramiste. Les pièces sortent du four et sont entreposées devant l'atelier de Claude. Elles ne sont pas émaillées, les couleurs proviennent de la terre utilisée. Donc voici les 5 pièces réalisées par Claude. Elles font 45 cm de haut et ont toutes des trous de taille différentes. J'ai dessiné la silhouette des pièces en fonction des trous, ou plutôt j'ai dessiné les trous en fonction des pièces. Enfin, je ne sais plus exactement dans quel ordre. En partant de planches rectangulaires perforées et toutes identiques, j'ai réalisé des découpes qui viennent interagir avec les trous. Les découpes rasent les trous jusqu'à venir déborder dedans. J'ai fait cela en pensant à la construction des lettres en typographie. En effet, la typographie est un jeu de formes et de contre-formes entre les pleins et les vides, entre les noirs et les blancs. Il est d'ailleurs prouvé que notre œil perçoit plutôt les vides que les pleins. Pour assembler 2 objets, il est courant d'avoir recours au trou. Peut-être par modestie, le trou se cache souvent dans les assemblages. J'ai cherché ici au contraire à le mettre en avant. J'ai cherché à le sous-entendre, à le laisser apparaître subtilement. J'ai réalisé une série de 4 boîtes trouées aux dimensions extérieures identiques. J'ai fait varier l'épaisseur de la paroi de 4 mm jusqu'à 50 mm. C'était une manière de me rendre compte de l'impact visuel qu'a l'épaisseur d'un trou.
Les deux boîtes aux épaisseurs minimum et maximum sont encore plus intéressantes à confronter. Pour l'épaisseur maximum, on voit apparaître un nouveau trou, cette fois-ci carré, dont la dimension est exactement la même que le diamètre du trou rond. Je m'étais intéressé jusqu'ici au trou unique. Quand il n'y a plus qu'un trou dans un volume, et c'est souvent le cas, ils interagissent entre eux. Alors pour commencer, j'ai voulu voir à quoi ressemblait un trou dans un trou dans un trou. En effet, ce cube de 45 cm de côté est troué sur 3 de ses faces par un petit, un moyen et un plus gros trou. Comme dans la vie de tous les jours, c'est bien sûr le plus gros trou qui gagne et qui mange les plus petits. Mais c'est aussi lui qui, dans sa paroi intérieure, laisse apparaître les autres trous, avec cette forme caractéristique de chips. Ces 4 briques ont été conçues avec une logique parfaitement mathématique. Laissez-moi vous en faire la démonstration. Chacune présente des trous qui proviennent d'une seule et même grille. Elle correspond en réalité à la brique de gauche, sur laquelle il y a 465 trous. La grille a été conçue en utilisant des trous de 3,2 mm qui sont espacés entre eux du bord de la brique de 3,2 mm également. Ces contraintes dictent une bonne fois pour toutes la dimension des briques. À partir de cette première brique, c'est en supprimant successivement une ligne et une colonne de trous sur 2 que l'on obtient la brique ayant 105 trous. Avec la même logique, on obtient la brique à 21 trous et enfin celle à 3 trous. Pour chacune d'elles, l'espacement entre les trous correspond exactement à l'espacement entre les trous périphériques et les bords de la brique. Bon, pardonnez-moi pour tous ces détails, mais tout ça pour dire que ces 4 briques sont donc complètement connectées et cohérentes entre elles. On ne le voit peut-être pas au premier coup d'œil, mais je pense qu'au contraire, on l'aurait senti si tel n'avait pas été le cas. Et c'est exactement ça qui m'intéresse. Quand on dessine des grilles, on doit avoir une rigueur mathématique, sans en oublier bien sûr les sentiments qui s'en dégagent. En fait, j'ai assez peu traité la question du motif, parce que premièrement, c'est un sujet extrêmement complexe qui mériterait beaucoup de temps, et en plus, il a été parfaitement traité par Dieter Rams, un designer. Prenons l'exemple de cette grille de trous présente sur cette radio de poche dessinée par Rams en 1959. Si l'on vous demande de placer des trous de manière homogène sur un disque, on pourrait penser à premier abord que c'est plutôt facile. Pourtant, si l'on regarde de plus près cet objet et qu'on tente de tracer des lignes pour en comprendre la géométrie, on ne comprend plus grand-chose. Il y a uniquement les lignes bleues qui suivent la disposition des trous. Les lignes rouges et vertes suivent elles des logiques différentes. En fait, cette grille n'est pas du tout construite de cette manière, mais plutôt par ajout successif de trous de manière radiale, avec des espacements variables. En partant du trou central, il y a d'abord 5 trous, puis 12, puis 20, puis 24 trous, et ainsi de suite. En réalité, l'espacement entre les trous qui n'est pas le même partout, et c'est impossible d'y arriver. En fait, tout le travail de Dieter Rams a été de nous donner l'impression visuelle que c'est le cas. Et ça a dû lui prendre quelques jours. Alors si vous ne me croyez toujours pas sur la difficulté de réaliser un tel exercice, regardez plutôt cette grille de trous, photographiée dans le métro londonien, qui était sans doute réalisée par le stagiaire qui passait dans le coin. Après avoir donc mis de côté le sujet de la grille, je me suis posé la question de la composition. J'ai pris une planche carrée et je me suis demandé comment je disposerais 4 trous. Il n'y a bien sûr pas une, mais des milliers de réponses. Alors j'ai pour ma part assez naturellement fait des compositions géométriques. J'ai réalisé cette boîte sur laquelle j'ai apposé sur chacune des faces une composition de 4 trous. J'ai pensé la disposition pour que chaque face interagisse avec sa voisine. Alors j'aurais pu continuer comme ça des heures et des heures, des mois et des mois. Il y a énormément de sujets que je voulais encore traiter, mais je vais m'arrêter ici. J'aimerais prendre un peu de recul sur mon exploration du trou et vous parler d'une autre exploration que j'ai faite en parallèle, celle de mon obsession. Alors en effet, j'ai choisi le sujet du trou comme ça, un peu par hasard, par intuition, par absurdité, par blague même, et parce que je sentais qu'il y avait peut-être des choses à découvrir, à raconter. Alors c'est pas une lubie que j'avais avant, mais que je me suis fabriquée, même s'il m'est arrivé de temps en temps de photographier des trous dans la rue. Quand
Quand j'avais dit il y a quelques mois que j'allais travailler sur le trou, j'aurais pu en fait en avoir marre au bout de 3 jours. Mais 6 mois après, j'étais toujours sur le même sujet. J'ai réussi d'ailleurs à pas trop m'en éloigner et à rester concentré. C'est devenu petit à petit une sorte d'obsession. Alors les seules choses que je dessinais pendant près d'1 an, ce sont des trous. En fait, quasiment toujours les mêmes. Mais plus je les dessinais, plus je les connaissais, plus j'étais capable d'en dessiner de nouveaux. C'est une boucle sans fin. Il y a une dynamique qui se crée. Creuser, c'est un mouvement qui en appelle un autre. Alors j'ai tenté de théoriser mon processus de création et de recherche, et c'est drôle parce qu'on peut le schématiser par un trou. Et je peux d'ailleurs l'appliquer à ma manière de faire du design. Quand je cherche une solution à un problème, je pars au début d'une idée assez large, un concept, une vision, et puis j'essaye de rester concentré sur cette vision. Et ensuite je creuse, parfois très profondément, pour petit à petit converger vers une solution précise, des fois presque trop précise même. On se trouve alors à ce moment-là très exactement au milieu du trou. Et ensuite, tout l'enjeu consiste à réouvrir, en proposant la solution à l'usager pour qu'il se l'approprie et très souvent la détourne. Quand on cherche, il y a des moments où on se sent complètement au fond du trou. Je pense que ces moments sont absolument nécessaires. Sinon, c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment cherché. Et d'autres, enfin, où on a l'impression de enfin sortir la tête du trou. Donc, je suis parti d'une intuition de départ assez simple. Et c'est à force de chercher, d'être obstiné, de me perdre, que j'ai à la fois mieux saisi l'essence de mon sujet et en plus mieux compris mon envie de départ. Donc, c'était peut-être juste l'occasion de faire l'expérience d'une obsession. Alors, avoir une obsession, c'est pas quelque chose qui est toujours perçu positivement. Donc j'ai tenu cette obsession jusqu'au bout, en gardant cette obstination, et comme un enfant qui croit qu'à force de creuser, il atteindra l'autre bout de la terre. Donc grâce à ce travail, je pense que je suis entré dans une nouvelle dimension un peu plus intime, en essayant de sortir vers l'extérieur ce qui était ancré en moi. Et bon, je vais terminer donc la présentation de ce projet par une question libre. Est-ce que faire des trous de manière obstinée, c'est s'enfermer ou au contraire s'ouvrir ? Donc, je vais maintenant vous présenter donc un court métrage que j'ai. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon ? Ouais. Que j'ai réalisé pendant à l'occasion de mon mémoire donc. Donc c'est un court métrage enfin je ne vais pas vous en dire beaucoup, vous allez le voir puis. Mais ça traite la question du regard et de l'esthétique de l'ordinaire. Et donc j'ai tenté de faire un mémoire quasiment uniquement par la vidéo. J'ai fait également, j'ai écrit un scénario et fait un repérage, etc., qui était sous forme de livret. Aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement la vidéo. Et donc c'est des images que j'ai captées entre le chemin, entre chez moi et l'école, le chemin que je faisais tous les jours et à répétition, passant quasiment toujours au même endroit. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que ça traite de l'ordinaire et de l'esthétique de l'ordinaire. Alors, est-ce que si j'appuie... Non, il est passé où ?
procéder tout à l'heure. Pour ceux qui souhaitent sortir, la présentation est terminée. Et sinon, on va passer aux questions pendant à peu près 15 minutes. Donc j'ai un micro et je peux le passer à qui le souhaite. Ouais. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Comment? Je voulais savoir, juste par rapport à ton mémoire, pourquoi est-ce que tu as choisi le format de la vidéo? Est-ce que c'est parce que tu as des affinités avec le médium ou est-ce que c'était pour une raison particulière? Non, j'avais jamais fait de vidéo, j'avais fait de la photo, enfin je fais de la photo. C'est pour ça d'ailleurs, enfin c'est que des plans fixes, un peu photographiques peut-être. Mais c'est surtout parce que j'avais pas envie d'écrire. Enfin, c'est parti de ça au départ, ce truc tout bête de pas avoir envie d'écrire. Et puis oui, j'avais envie de travailler mon regard, quoi. En gros, d'affiner mon regard. Enfin, et je me suis dit qu'une des bonnes manières, ça pouvait passer par regarder les choses et puis du coup transmettre ça par la vidéo. Et en fait, je l'ai pas trop dit, mais j'ai fait quand même un gros travail de recherche avant de me lancer dans l'écriture du scénario. En fait, je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'esthétique de l'ordinaire. Donc c'est dans l'art, les artistes qui se sont intéressés à l'ordinaire et ça a commencé en des premiers. Ça a commencé par les peintres flamands. C'est les premiers à peindre des scènes du quotidien. Avant, on peignait le Dieu ou les rois, etc. Et donc, ils ont développé cette technique du clair-obscur. Ensuite, l'art contemporain. Ensuite, des artistes qui ont mis complètement, leur vie devenait, Sophie-Calle ou leur vie devenait art, ou bien même Pollock. Où le geste geste ordinaire, quoi. En fait, donc j'ai analysé un peu tout. Je me suis intéressé à ça sans vraiment l'analyser, mais en intéressant. Et de là, en fait, j'ai découpé 5 parties qui m'ont intéressé, justement le clair-obscur, qu'on retrouve à la fin du film, ou par exemple quand c'est ce moment de distorsion un peu, où c'est aussi des artistes qui sont intéressés qui ont fait de l'art ordinaire en changeant la réalité, en s'intéressant à la... Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire ce scénario. Et donc il y a quand même il y a une écriture par le scénario, quoi. Mais après c'était un gros travail surtout de film, mais surtout de montage. Et du coup, dans le montage, il y a aussi ce qu'on peut appeler une écriture. En fait, il y a de l'écriture tout le temps, même si c'est pas sur un papier. Au final, c'est quelque part, quoi. Ouais. Moi, j'avais une question. C'est le rôle que jouait la musique dans... Elle intervient à un moment et elle est progressive, etc. Et quel rôle elle jouait par rapport aux mémoires et à la vidéo, quoi. Pourquoi cette musique, etc. Ouais, très bonne question. Et je pense que je pourrais pas complètement répondre. C'était assez intuitif et tout. Et la musique, c'est un musicien qui a fait cette musique. En fait, c'est un canon. Ouais, en fait, ça a coupé à la fin, mais bon, il manquait le générique de fin. Et là, il y a son nom. Et en fait, c'est un canon à 7 cloches. Donc c'est un canon. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc qui revient tout le temps. Et qui se construit. Et donc c'est lui qui a composé la musique et qui l'a composé. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui. On en a discuté, mais en fait je vais montrer le film. En gros, la musique a été faite après le film, ce qui est pas souvent, ce qui est assez rarement le cas, je crois. Souvent c'est quand même réfléchi avant, mais moi j'avais justement, comme j'avais jamais filmé, c'était déjà un énorme travail de filmer, de montage et tout. Et donc je suis arrivé à la fin avec le film et j'avais en plus rien enregistré. Et donc du coup il fallait, je me suis dit
Enfin, il fallait qu'on entende quelque chose. Donc en fait, tous les bruitages qu'on entend, en fait, j'ai bruité après coup. C'est pas des sons que j'avais enregistrés parce que j'avais pas l'énergie et tout de me trimballer aussi avec un micro. Donc c'est que du bruitage et la musique composée donc par un musicien. En fait, il a essayé il l'a imaginé un peu en voyant les images, où les images c'est une sorte de succession d'images comme ça, où il y a quelque chose qui se construit. Et donc c'est pour ça qu'il a imaginé ce canon où c'est ça en fait. C'est toujours le même motif qui se répète et ça se construit, ça se superpose et puis c'était aussi pour créer du rythme quoi. Enfin voilà. Dans ton travail personnel, tu nous parles beaucoup du trou rond. Et dans la vidéo de ton mémoire, finalement, les trous, en tout cas les ouvertures, sont carrés. Je voulais savoir si c'était fait exprès ou si c'était vraiment purement technique. Non, tu peux répéter, parler un en peu fait, plus fort. quand tu nous parles du trou, c'est beaucoup le trou rond. Ouais. Donc beaucoup d'expérimentation par rapport à ça. Ouais. On va un peu quand même aborder le trou carré et d'autres formes. Et dans la vidéo, il y a des séquences où finalement c'est plutôt des fenêtres, j'ai envie de dire, que des trous. Est-ce que c'était une volonté, c'était fait exprès ou... Pas du tout. Et d'ailleurs, le mémoire, je l'ai fait avant du coup D'accord. le diplôme. Et ouais, non, pas du tout. Mais effectivement, c'est drôle que tu remarques ça. Ouais. Du coup, Mais ouais. savoir du coup si pour toi il y a peut-être une différence entre le trou et finalement la fenêtre. Ouais, est-ce qu'une quelque chose vers l'extérieur, mais après. Ouais, est-ce qu'une fenêtre c'est un trou Ouais. Bonne question. Hein. Mais ouais. Puis là, c'est plus, enfin, c'est notamment la lumière. Enfin là, pour le coup, c'est de la lumière en plus. Mais ouais, c'est une bonne question. Ok. Moi, j'aurais aimé savoir avec quoi tu filmais. Comment avec quoi j'ai filmé? Avec quoi? Un appareil photo, une caméra? Avec quel type le GH5. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un super. Enfin, c'est fait pour filmer, mais c'est un peu comme un réflexe numérique. D'accord. C'est un peu comme le Canon 5D, mais pour filmer. Ok. Et du coup, c'est la même taille enfin, c'est pas très gros, quoi, et c'est une super qualité. Enfin, c'est un super appareil, pas trop cher, enfin, qu'on m'a prêté, quoi. Ouais. Ok, parce que Ouais. les images sont vraiment très belles. Merci. Ouais. Concernant les cadrages de la vidéo et puis même en fait de la manière dont tu as fait le montage, c'est-à-dire même les premières images, là, quand tu prenais quelques images d'un plan fixe, tu as eu des références en particulier qui t'ont inspiré pour arriver à ce rendu-là, ou c'est vraiment de l'expérimentation pure et puis tu en es arrivé à ce stade-là? Et si oui, du coup, si tu as quelques références, je suis preneur. Tu parles principalement des carrés ou de manière générale? De manière générale, moi je te parlais de ça parce que c'est un exemple, au moins on voit tout de suite de quoi je parle, ce qui n'est pas toujours le cas. De manière générale, ouais, donc je suis parti de cette recherche autour de ce qu'on appelle l'esthétique de l'ordinaire, quoi, où j'ai observé différentes esthétiques qui avaient été produites par des artistes, quoi, qui parlent ou qui, d'une manière ou d'une autre, de l'ordinaire. Et donc je me les suis un peu appropriés, quoi. Par exemple, ouais, les cadres, où est-ce que je sais même plus. Non, ouais, c'était cette idée de se concentrer sur un détail, et je sais plus quel artiste avait. J'avais vu ça chez un artiste, mais pas forcément de cette manière-là, mais ça m'avait du coup inspiré pour produire ça, quoi. Mais ouais. En gros, j'ai jamais essayé de répliquer ce que j'avais vu, mais plus de m'en inspirer, de sortir des concepts un peu plus et de là adapter. Après, il y a eu beaucoup aussi juste
d'intuition, de choses spontanées. Et puis, en fait, par exemple, ça de recadrer, enfin de masquer. C'est plus un truc après coup au montage que j'ai découvert en me disant qu'en fait j'avais des images qui étaient pas forcément, enfin où il y avait des choses intéressantes qui apparaissaient à certains endroits précis, et donc c'était plus de l'ordre de l'astuce quoi pour les montrer. Et après en fait je me suis rendu compte que ça pouvait même être un principe, voilà. Ok, ça marche. Merci bien. En tout cas, ça marche vachement bien. C'est gentil. Il n'y a plus de questions. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup Henri. Merci. Et bravo.